Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode du podcast des 4 piliers où l'on parle de sommeil, de nutrition, de santé physique et de santé mentale et comment améliorer ses habitudes pour être en meilleure santé basée sur la science et l'expérience. Je suis Baptiste Asson et je suis un étudiant pour la vie qui partage les choses que j'apprends concernant la santé pour en faire bénéficier le plus grand nombre gratuitement et rapidement. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet de la construction d'un programme de sport dans le but d'améliorer sa santé physique sur le long terme. Donc, dans cet épisode, nous allons voir comment articuler vos séances de sport afin que vous puissiez atteindre vos objectifs en termes d'esthétique, de performance et de longévité. Cela s'appliquera que vous soyez un amoureux de l'effort physique cherchant à être plus efficace, ou bien que vous soyez plutôt une personne faisant du sport car vous savez que c'est bon pour votre santé sans pour autant adorer ça. Donc en gros, ça s'applique pour tout le monde. Donc, nous verrons que faire, quand le faire et à quelle fréquence le faire, et aussi quand faire les tests sur les 9 adaptations pour voir où vous en êtes. Test que l'on a évoqué dans l'épisode du podcast des 4 piliers intitulé Évaluer et améliorer sa santé physique, sachant que cet épisode, eh bien, il est dans la continuation d'une série concernant la santé physique, où l'on parle d'hypertrophie, de nutrition, de force, d'endurance et de tout globalement. On est sur un nouvel épisode de cette série-là. Tous les derniers épisodes concernant pardon, la santé physique, c'est-à-dire tous les derniers épisodes ayant dans leur miniature un fond jaune derrière ma tête, eh bien, ce sont tous ces derniers épisodes depuis l'épisode qui s'appelle donc Évaluer et améliorer sa santé physique. Ce sont des épisodes qui font partie d'une même série que l'on continue donc aujourd'hui avec donc le programme d'entraînement. Ça va nous prendre une nouvelle fois 2 épisodes. Donc c'est le premier des 2. Derrière, il nous restera encore 2 épisodes sur la récupération et 2 épisodes sur la nutrition. Hem, donc c'est pas mal. Je rajoute juste, hop, ça, parce que c'est important. Dans la discussion d'aujourd'hui, on va voir comment vous pouvez agencer votre programme de sport parce que c'est très important de faire du sport. Certains d'entre vous pourraient se dire qu'il n'est pas nécessaire de faire tout ça car vous n'avez pas de plan clair et défini, pardon, et que vous faites simplement de l'endurance et de la résistance sans but précis. Or, de nombreuses études ont montré que si une personne avait un plan, si elle avait un objectif, par exemple à la salle, eh bien cette personne obtenait de meilleurs résultats qu'une personne suivant le même programme d'entraînement sans avoir de plan ou d'objectif en tête, peu importe le programme. Si vous n'avez pas un plan, il vous sera plus facile de ne pas vous rendre à la salle pour faire votre séance et vous ne ferez pas non plus une surcharge progressive assez efficace, vous menant donc à ne pas atteindre vos objectifs en termes d'esthétique, de performance et de longévité qui sont en général les 3 grands critères de pourquoi une personne fait du sport. Améliorer son esthétique, améliorer ses performances et améliorer sa longévité. Avoir un plan, c'est un peu comme aller faire les courses avec une liste. Vous allez être plus efficace et vous mettrez beaucoup moins de temps tout en évitant d'acheter des choses inutiles, contrairement à si vous n'avez pas votre liste de courses. Pour la surcharge progressive,
Il faut que vous mettiez en place un système de suivi de vos séances pour que vous sachiez exactement combien de répétitions, combien de séries, quelle charge vous avez fait lors de la dernière séance afin de pouvoir augmenter un peu ces paramètres lors de votre prochaine séance. Vous pouvez faire ce suivi soit sur votre téléphone via une application, sur votre PC, avec un tableur Excel ou ce genre de choses, ou bien comme moi sur un cahier, avec voilà, du papier, un cahier, un stylo. Voilà, vous faites vos séances, vous marquez combien de répétitions, et comme ça vous permet de voir et de comparer par rapport à la semaine, précédente. Ça, j'en ai déjà parlé, dans cette série d'épisodes, je pense, de comment moi je fais. Donc j'écris, à chaque fois mes séances avec les exercices que je fais, en face, en général, évidemment, de la même séance la semaine d'avant, puisque je fais toujours les mêmes séances, sur les mêmes jours. Ce qui me permet ensuite, dans la marge, à droite de tout ce que j'ai marqué en termes de séries, de répétitions, et cetera, ça me permet de mettre soit du vert. Si je mets du vert, c'est que j'ai fait plus de répétitions, ou que j'ai mis, enfin, soit j'ai augmenté le nombre de répétitions, soit j'ai augmenté le temps, sur les exercices, par exemple comme la planche. Soit j'ai augmenté le temps, soit j'ai augmenté les répétitions, soit j'ai augmenté la charge. Donc ça, je mets en vert ce genre de choses. Si j'ai fait exactement la même chose que la semaine dernière, je mets en noir, je mets un égal. Et si j'ai fait moins bien que la semaine dernière sur le même exercice, bah là je mets du rouge avec un moins et je mets combien j'ai fait en moins, etc. Et ça, bah, ça vous permet de suivre en fait, votre forme et à quel point bah, vous arrivez à vraiment faire un peu de surcharge progressive ou non, et de voir un peu dans quel état de récupération vous êtes, pour pouvoir ensuite, eh bien, vous adapter, parce que soit vous dormez pas assez, vous êtes un peu trop fatigué et du coup là, ça fait plus d'une semaine que vous constatez qu'il y a beaucoup d'exercices où vous avez du rouge, ou alors vous vous rendez compte que vous êtes, sur un plateau, c'est-à-dire que vous avez beaucoup de noir, beaucoup de égal, que vous avez très peu de vert et cetera. Ou au contraire, vous avez beaucoup de vert et donc vous êtes, en perpétuelle amélioration. Après, comme d'habitude, hein, c'est toujours, la même chose. Heu, vous pouvez avoir tout le temps du vert si vous sous-chargez à chaque fois. Si tous vos exercices sont hyper faciles, forcément la semaine d'après, vous pouvez faire une, 2 répétitions de plus à chaque série. Du coup, vous aurez du vert. Mais, évidemment, ce qui est important, c'est d'aller jusqu'à l'échec ou enfin, aller proche de l'échec sur toutes les séries, ça c'est sûr, et de temps en temps aller jusqu'à l'échec. C'est le plus important pour pouvoir engendrer les adaptations, notamment si vous faites de l'hypertrophie. Mais voilà, c'est très important parce que sinon vous n'engendrerez pas les adaptations comme il faut. Donc c'est très important, de faire ça. Il faut pas que vos séances soient trop, faciles. Voilà. Donc dans la suite de cet épisode, nous allons discuter, eh bien, des 10 étapes pour avoir un programme d'entraînement qui tienne la route et qui soit adapté à vos contraintes du quotidien, que ce soit le travail, votre temps disponible, et cetera. Attention, cependant, ces 10 étapes ne sont pas la seule manière de procéder. J'ai pris celle du docteur, Andy Galpin, qui entraîne depuis de nombreuses années tout type d'athlète, qu'il soit professionnel ou bien, amateur. Voilà, donc je vous donne juste une des possibilités pour, faire votre programme, d'entraînement. Et comme toujours, ne prenez pas, ce que je vous dis pour acquis, ne suivez pas mes conseils aveuglément, renseignez-vous aussi. Et puis, comme toujours, testez et voyez si ça marche pour vous et si ça ne marche pas, bah, testez autre chose, trouvez autre chose. Vous commencez à connaître si vous suivez le podcast. On va entrer donc dans le vif du sujet avec, ces 10 étapes. Donc, en commençant, bien sûr, par la première, ça paraît évident. Première étape, c'est évaluer et identifier un objectif d'entraînement. Cette étape, elle est importantissime pour obtenir des résultats. L'analogie que l'on peut faire serait de reprendre les courses que vous devez faire.
Pour vous rendre de votre domicile à la grande surface, vous pouvez conduire dans n'importe quelle direction jusqu'à tomber sur une grande surface. Et ça, c'est l'équivalent de ne pas avoir d'objectif. Ou bien, vous pouvez chercher quel est l'itinéraire le plus rapide pour s'y rendre, ce qui correspond à avoir un objectif. C'est une étape qui peut être un peu ennuyante, mais qui est ô combien cruciale. Vous pouvez donc le faire de deux façons. La première est de simplement choisir quelque chose. Par exemple, courir 5 kilomètres. Ou j'ai déjà fait ça auparavant et j'aimerais mettre 10 secondes de moins. Ou je veux perdre 8 kilos. Ou encore, je veux faire 75 kilos, point barre. Voilà, pas forcément d'objectif 75 kilos dans 6 mois. Non, j'ai juste envie d'un jour, quand je monte sur la balance, faire 75 kilos, c'est mon objectif. Donc la première manière de faire, c'est juste de choisir quelque chose. Une autre façon de procéder est de faire les tests pour les 9 adaptations dont nous avons parlé dans l'épisode mentionné au début de ce podcast, évaluer et améliorer sa santé physique, euh, et voir dans quel domaine vous êtes le plus en retrait et choisir ce domaine comme votre objectif principal pour les prochaines semaines ou les prochains mois. Donc voilà les deux manières de procéder. Un bon outil pour créer un objectif est celui dont l'acronyme est SMART pour spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et le temps. SMART. Alors, on va voir plus en détail cet acronyme. Spécifique, c'est tout simplement que plus votre objectif est spécifique, plus vous avez de chances de l'atteindre. Mesurable, ça signifie que vous êtes en mesure de quantifier avec des données votre objectif. Ces données peuvent être objectives ou subjectives, mais il vous faut au moins une donnée objective, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas basé sur des sensations comme votre masse corporelle, votre temps au kilomètre, la charge que vous pouvez soulever en squat, par exemple. De plus, votre objectif n'a pas besoin d'être un objectif lié à la condition physique. Par exemple, si vous utilisez le sport pour améliorer votre sommeil, la donnée que vous allez regarder peut être la quantité et ou la qualité de votre sommeil en réponse à votre entraînement ou pour d'autres raisons comme pour la productivité, etc. Le troisième point, c'est atteignable, ce qui signifie quelque chose qui est dans la limite de vos capacités, quelque chose que vous pouvez contrôler. Réaliste, ça signifie avoir un objectif que vous pouvez vraiment réaliser, que vous êtes en mesure de faire. Il ne faut pas que ce soit absurde. Pensez aux contraintes que vous avez, votre âge, le temps disponible que vous avez pour faire du sport, votre emploi du temps, votre vie de famille, etc., etc. Et comme l'être humain a plutôt tendance à être un peu trop ambitieux, eh bien, l'idéal, c'est de faire un moins 10% sur l'objectif que vous vous êtes fixé pour ne pas être déçu en vous rendant compte que vous n'atteindrez pas votre objectif aussi vite que vous l'imaginiez. Cependant, cet objectif doit tout de même être challengeant et il doit vous faire un peu peur car si c'est trop facile, vous allez abandonner, tout comme si c'est trop dur. Donc vous devez trouver le bon équilibre pour pouvoir atteindre cet objectif et ne pas abandonner trop tôt. Enfin, le temps, eh bien, ça implique se fixer un objectif sur une durée précise, c'est-à-dire courir 10 secondes de moins par kilomètre dans 3 mois, par exemple. Ou du coup faire 75 kilos dans 6 mois. Un exemple. La deuxième étape, c'est identifier votre défenseur. On va voir ce que cela signifie. Ça signifie de chercher ce qui vous empêche d'atteindre vos objectifs. Donc, vous allez faire un peu des prévisions et aussi un peu d'histoire en vous remémorant quels problèmes vous avez pu rencontrer dans le passé
comme des douleurs articulaires, au genou, à l'épaule, etc. Ou bien le surentraînement, les voyages, les maladies, les blessures. Globalement, toutes les choses qui ont pu vous empêcher d'atteindre vos objectifs par le passé. Vous devez trouver cette limitation afin de choisir le programme le plus adapté pour atteindre vos objectifs. Si par exemple vous souhaitez perdre du poids, il faut que vous trouviez les raisons pour lesquelles vous n'y arriveriez pas afin de choisir le bon programme. Vous n'allez pas simplement choisir un programme parmi les centaines ou les milliers qui existent pour la perte de poids en espérant que ça marche. Pour connaître vos priorités, il existe un outil appelé le quadrant. Le cadran, c'est mieux. Je sais pas parler français, je m'en excuse. Le cadran. Il faut répartir 10 points entre 4 catégories. Relations, fitness, récupération et le business slash le travail. Ensuite, une fois que vous savez l'ordre d'importance de ces choses, pour vous, à ce moment de votre vie, vous devez écrire les choses que vous allez mettre en place afin de respecter la répartition de votre cadran. Exemple, arrêter de travailler après 18 heures, 3 jours par semaine, ou arrêter de faire quoi que ce soit et lire pendant les 45 dernières minutes de la journée, ou encore passer du temps avec les enfants, les amis, la famille, les animaux, le samedi matin, etc., etc. Et surtout, s'y tenir à ces engagements. Pour ce faire, vous pouvez le mettre en fond d'écran sur votre téléphone et imprimer ce cadran pour le mettre à tous les endroits où vous êtes susceptible de vous rendre et vous empêchant de faire du sport et donc de progresser. Vous pouvez l'ajuster, mais il faudra alors tout réimprimer, etc., etc. Donc, mettez en place, identifiez ce qui peut vous empêcher de réussir par rapport à votre objectif. C'est l'étape numéro 2, qui est très importante. L'étape numéro 3, c'est le délai d'accomplissement de l'objectif et la gestion des événements de la vie. C'est une étape qui est pas très longue, sur le papier en tout cas, pas très longue à décrire. Vous devez noter sur un calendrier tous les événements que vous avez, car la vie, elle gagnera toujours sur le sport. Par conséquent, il est nécessaire que vous connaissiez votre emploi du temps et ce qui vous attend sur les prochains mois afin de pouvoir organiser votre programme de manière adaptée. Sinon, vous risquez d'échouer et d'être déçu. Il faut, de plus, savoir la durée pendant laquelle vous allez suivre votre programme. Est-ce que ça va être pendant 8, 10, 12 semaines, pendant 6 mois, pendant un an, etc., etc. Il faut que vous sachiez la durée de votre programme, sachant que il est plutôt recommandé de faire au moins 6 semaines avant de changer de programme, si ce n'est pas 8. La quatrième étape, c'est la fréquence d'entraînement hebdomadaire. Ça correspond au nombre de séances et à leur durée, euh, et à la durée que vous pouvez vous permettre de faire chaque semaine. Il vaut mieux que vous sous-estimiez ça plutôt que de le surestimer. La durée de vos séances comprend le temps de préparation, le temps de trajet jusqu'à la salle, ainsi que la douche qui suit votre séance, etc., etc. Si vous vous rendez compte au bout de quelques séances que vous avez un peu plus de temps disponible que prévu, vous pouvez très bien l'utiliser pour vous entraîner un peu plus. Ce que vous devez éviter est d'avoir un programme pour lequel vous ratez un jour par semaine régulièrement, car vous pensiez que vous pouviez faire par exemple 4 jours par semaine, mais à chaque fois il y a un jour qui saute. Cela va vous faire vous sentir en retard sur votre programme et ça va un peu vous faire sentir comme un loser et donc vous allez avoir des problèmes avec votre entraînement. Donc si c'est le cas, bah, prévoyez 3 jours par semaine et si vous êtes sûr à un moment de pouvoir faire un jour de plus, alors faites-vous plaisir au final. Mais donc, comme je l'ai dit, ce qui est mieux, c'est de sous-estimer votre programme plutôt que de le surestimer.
Parce que l'avantage, c'est que si vous le sous-estimez et qu'au bout de 2 semaines, vous vous rendez compte que vous pouvez très clairement, rajouter, quelques répétitions, quelques séries et ben, vous pouvez le faire. Alors que dans le cas inverse, bah, ce sera beaucoup plus problématique et beaucoup plus compliqué. L'étape 5 concerne la sélection d'exercices et la progression. Cela peut être aussi simple qu'un balancement avec une kettlebell, hein, un kettlebell swing, courir, nager, etc. Ce dont vous voulez vous assurer avec la sélection d'exercices, c'est d'équilibrer ces exercices tout au long de la semaine et pas nécessairement pour chaque séance. Si, par exemple, vous avez 3 à 5 jours par semaine pour faire du sport, ce que vous voulez faire, c'est regarder la sélection d'exercices et vous assurer que vous avez un équilibre raisonnable entre les modèles de mouvement et les groupes de muscles avant ou arrière ou côté-côté, peu importe comment vous l'envisagez. Juste tout au long de cette semaine, il faut qu'il y ait un équilibre. Admettons que vous avez 3 jours par semaine. Vous allez vous dire qu'il n'est pas idéal de faire par exemple du vélo sur ces 3 jours, car bah, il n'y a pas un bon équilibre. Il n'y a pas de travail pour le haut du corps, donc peut-être que vous allez vraiment vous concentrer sur le vélo, donc vous allez en faire pendant 2 jours sur trois par semaine, et le troisième, eh bien, vous devez choisir quelque chose, heu, pour les autres zones de mouvement et donc cela vous permettra de rester dans un équilibre assez raisonnable. C'est super si vous avez un exercice que vous aimez ou un exercice qui vous est accessible. Si par exemple la salle, de musculation la plus proche, elle est à 45 minutes de route de chez vous, et donc que c'est vraiment pas pratique d'y aller, vous pouvez vous dire que, vous allez simplement courir, faire de la calisthénie avec des élastiques, avec des kettlebells, et cetera, car vous pouvez faire ça directement depuis chez vous. Ce qui est bien, c'est que vous avez la liberté de choisir ce que vous voulez faire en fonction de ce que vous pouvez faire, et le tout est de trouver comment obtenir cet équilibre entre les modèles de mouvement sur les 3 jours, si on reste sur un exemple à 3 jours. Donc, pour le choix des exercices, ce qui compte vraiment, c'est de sélectionner les mouvements que vous savez faire, avoir une sorte d'équilibre entre les muscles, les articulations et les modèles de mouvement, être sûr que vous ciblez spécifiquement n'importe quel groupe de muscles ou mouvement que vous souhaitez. Donc, si par exemple vous voulez augmenter la taille de votre biceps, vous devez être sûr qu'il y a au moins un exercice sur votre semaine pour lequel vous sentez que vous travaillez bien vos biceps. En revanche, ça ne doit pas obligatoirement être le cas tous les jours, ni même pour chaque exercice. Assurez-vous juste que c'est coché quelque part sur cette liste. Et pour finir, existe-t-il une stratégie pour laquelle vous pouvez le faire progresser? Vous devez réfléchir de quelle manière vous pouvez progresser avec cet exercice, que ce soit plus de répétitions, plus de séries, plus de charges, plus de distance, aller plus vite, plus de complexité, par exemple faire un pistol squat au lieu de faire un squat normal, etc., etc., etc. Votre stratégie de progression d'un exercice va être basée sur les contraintes que vous allez mettre, sur la disponibilité du matériel et ce genre de choses. La dernière chose en termes de progression d'exercice, pour être sûr que vous continuiez à faire ces choses tout en réduisant les risques de blessures sur le court et long terme, c'est d'augmenter la complexité de vos exercices de cette manière. Premièrement, pouvez-vous faire l'exercice correctement avec de l'assistance, c'est-à-dire faire un squat en se tenant à quelque chose par exemple. Si vous ne pouvez pas, n'essayez pas de progresser pour le moment en tentant par exemple de faire des squats avec la barre sur vos épaules, sans machine, etc. Si en revanche vous avez réussi à faire l'exercice correctement avec de l'assistance, vous pouvez passer au second point, qui est pouvez-vous faire l'exercice correctement sans assistance, au poids du corps? Si oui, vous pouvez enchaîner, sinon il va encore falloir
travailler là-dessus. Troisièmement, pouvez-vous faire l'exercice correctement avec une charge excentrique supplémentaire? Pour notre exemple du squat, cela revient à prendre soit des haltères, soit une plaque, soit une kettlebell et descendre proprement en squat en contrôlant bien. Si vous êtes en mesure de faire l'exercice correctement de cette manière, alors c'est bon. Sinon, bah, il va falloir travailler comme d'habitude. Alors je vais arrêter de dire les sinon parce que vous avez compris. Hem, 4e étape, pouvez-vous tenir cette charge et la position en isométrique? Donc, autrement dit, pouvez-vous descendre en contrôlant, puis rester en position basse en contrôlant quand vous faites un squat? Si oui, vous pouvez vous relever aussi vite que vous le souhaitez. Quand vous êtes bon sur ces 4 points-là, vous pouvez ajouter les 2 derniers points si vous le voulez. Le point 5 qui va être la vitesse, voilà, aller plus vite. Donc si vous maîtrisez bien proprement un exercice, vous pouvez essayer de le faire plus rapidement. Et enfin, le 6e, c'est la fatigue. Il n'est cependant pas conseillé de faire des exercices jusqu'à la fatigue, surtout si vous travaillez avec une charge modérée, voire lourde, si vous n'êtes pas en mesure d'exécuter parfaitement les 4 premiers points. Et si vous êtes en mesure de le faire, alors vous pouvez y aller comme vous le voulez et en sachant que vos risques de blessures sur le court et le long terme seront fortement réduits. Mais donc, ne faites jamais un exercice jusqu'à la fatigue si vous ne le maîtrisez pas, les 4 premiers points qu'on a cités, parce que, bah, ça peut être dangereux, finalement. Cette progression, elle peut être faite en une seule séance ou bien ça peut prendre plusieurs semaines, plusieurs mois, voire des années. Cela va dépendre de votre motivation, de vos expériences passées, et cetera, et cetera. Étape 6 sur 10, ça va être l'ordre des exercices. Parce que maintenant, vous savez combien de jours par semaine vous allez faire du sport, vous savez combien de temps cela va vous prendre et vous avez choisi tous les exercices que vous devez faire en équilibrant le tout sur la semaine. Donc ce qu'il vous reste à faire, c'est de mettre de l'ordre dans tout ça. La réponse simple et rapide est de faire ce qui est le plus important pour vous en premier au cours de vos séances. Peu importe si votre priorité est un groupe de muscles, un mouvement particulier ou bien de l'endurance, cela fonctionne tout aussi bien. Si l'endurance est votre priorité, vous pouvez la faire avant d'aller soulever des poids à la salle en étant conscient que cela risque de rendre votre séance de musculation de moins bonne qualité, mais ça ne sera pas un problème pour vous si l'endurance est prioritaire sur la résistance à ce moment-là. Le tout, c'est de faire les deux. Essayez aussi de caler la séance la plus importante pour vous sur un jour assez stable, en ce sens qu'il est rare qu'il y ait des changements d'emploi du temps ce jour-là de la semaine, comparé aux autres peut-être, car, comme nous l'avons déjà vu, la vie, elle gagne toujours sur les séances de sport. Et si un événement imprévu survient un jour où vous avez une séance de prévu, ayez en tête un plan sur ce que vous allez faire dans ces cas-là. Cherchez le jour où vous êtes en général le plus régulier en termes d'emploi du temps et de niveau d'énergie et faites la séance la plus importante pour vous ce jour-là. Peu importe si c'est le lundi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, bref, le jour 1 ou le jour 3 de votre semaine d'ailleurs. Bref, la séance 1 ou séance 3 de la semaine, on s'en fiche. Le plus important, c'est de faire ce qui est le plus important pour vous, eh bien, toutes les semaines et le plus régulièrement possible parce qu'il y a que comme ça que qu'on peut, progresser. Identifiez également quel est le jour où vous vous sentez le moins motivé, avec le moins d'énergie dans votre semaine et faites une séance «plus facile» entre guillemets ce jour-là. Quelque chose que vous êtes en mesure de faire sans trop de problèmes et qui ne vous draine pas énergétiquement et mentalement, rien qu'à l'idée de la faire. De cette manière, vous pourrez rester régulier et atteindre vos objectifs. En général, pour la plupart d'entre nous, plus la semaine avance, plus nous accumulons de la fatigue à cause de notre travail, du stress, etc. Donc en général, le jour le plus faible est souvent le vendredi,
car le week-end nous permet de nous réinitialiser en quelque sorte, afin de pouvoir repartir pour une nouvelle semaine. Et par conséquent, le lundi, c'est souvent le jour où nous sommes le mieux en termes d'énergie, mais ça reste une moyenne et cela est très différent pour chaque individu, comme toujours. Enfin, le plus tôt vous faites votre séance dans votre journée, le mieux c'est pour éviter de perturber votre sommeil. Mais si vous n'avez d'autre choix que de faire votre séance dans la soirée, soit cela ne pose aucun problème sur votre sommeil et tant mieux, soit ça en pose et dans ce cas, ben, il faut probablement jouer avec l'intensité de l'activité physique. C'est encore et toujours une question de test. La septième étape, ça va être choisir l'intensité. Nous en avons discuté dans les précédents épisodes du podcast, mais en gros, ben, choisissez l'intensité correspondant à l'adaptation que vous souhaitez. En termes de progression, il est bien d'augmenter l'intensité de l'ordre de 3% par semaine. Et encore une fois, je vous renvoie vers tous les épisodes qu'on a pu faire et où on a discuté de ça, que ce soit pour l'hypertrophie, pour la force et pour tous les types d'endurance. Étape 8, le volume. Encore une fois, il faut choisir la gamme de répétitions, de séries, etc. en fonction de l'adaptation que vous souhaitez et, encore une fois, dont nous avons parlé dans les épisodes sur l'hypertrophie, la force, ainsi que sur tous les épisodes concernant l'endurance. Bon, il y en a deux, hein, c'est endurance et perte de poids. Pour la progression, il est bien de faire entre plus 5 et plus 7% par semaine, mais surtout, c'est bien de ne pas faire plus de 10%, car sinon, vous allez avoir des problèmes. Si vous avez par exemple couru 10 km en deux courses de 5 km sur la semaine dernière, vous pouvez en faire 11 la semaine suivante. Mais vous ne pouvez pas ajouter 1 km à chaque course. Vous pouvez pas faire 6 et 6, vous faites 6 et 5. Car votre corps, eh ben, il va pas aimer une telle augmentation. Et bien sûr, cela s'applique aussi hein, pour la salle. Ça paraît évident. C'est pour ça, encore une fois, qu'il est important de traquer le nombre de séries, le nombre de répétitions, pour pouvoir savoir combien est-ce que vous pouvez rajouter la semaine, la séance qui suit. Pour la surcharge progressive, vous pouvez jouer sur de nombreuses variables, comme on en a déjà beaucoup parlé. Augmenter le volume, donc plus de répétitions, plus de séries, ou augmenter le nombre d'exercices dans la séance. Augmenter la complexité du mouvement, augmenter l'intensité ou la charge de travail, augmenter ou modifier le tempo de vos répétitions, jouer sur la fréquence, c'est-à-dire le nombre de séances par jour, aller plus vite au kilomètre, faire la même séance mais plus rapidement, ou encore modifier les temps de pause entre les séries, entre les exercices, etc., etc. Pour augmenter le volume en endurance longue durée, vous pouvez vous baser sur le nombre de kilomètres ou sur le temps d'activité. Et pour la résistance, vous pouvez par exemple prendre le nombre total de répétitions effectuées la semaine précédente pour un groupe de muscles et ajouter 5 à 7% à ce total pour la semaine suivante sans modifier la charge. Et ça peut donc être aussi simple que de faire une répétition de plus par série sur chacun des exercices concernant, par exemple, les pectoraux. Voilà, la poitrine. Faites cette surcharge progressive pendant 6 semaines environ, puis procédez à une sorte de décharge pendant une semaine, hein. Donc la semaine 7, vous ne travaillez en fait qu'avec 70% de ce que vous aviez la semaine précédente en termes de volume ou de charge. Et après ça, vous pouvez repartir et recharger de nouveau en essayant d'améliorer vos performances par rapport à la semaine 6, donc la semaine avant la décharge, hem et pour encore 6 semaines, et cetera. Si vous faites cette décharge toutes les 4 à 8 semaines, hein, ça dépend de ce pourquoi vous vous entraînez, vous allez être en mesure de progresser pendant une longue période sans vous épuiser ni surcharger, et ainsi réduire grandement les risques de blessures et ça, c'est cool. En résumé,
choisissez soit l'intensité, soit le volume et faites une surcharge progressive pendant 4 à 8 semaines et changez de stratégie si vous le souhaitez après, ou bien faites la décharge et continuez sur la même stratégie. Une décharge en général pendant une semaine. Avant-dernière étape, étape 9, ça va être le temps de pause. Le temps de pause, il va dépendre en général de votre objectif. Un temps de pause élevé, c'est-à-dire entre 2 et 5 minutes, ça va plutôt être pour la vitesse, la force et la puissance. En revanche, un temps de pause plus faible, même s'il peut rester élevé, va être plutôt pour l'hypertrophie. Et pour l'endurance, vous suivez le temps de pause qui reflète le type d'entraînement d'endurance que vous voudriez faire, comme nous en avons parlé dans l'épisode sur l'endurance et la perte de poids sur le podcast. C'est plutôt l'épisode 2 où on parle vraiment d'endurance. L'épisode 1 est plus axé sur la perte de poids, l'épisode 2 est plus axé sur l'endurance. Voilà. Je vous préviens que vous ne cherchiez pas trop d'endurance dans l'épisode 1, parce qu'il me semble qu'on parle vachement plus de perte de poids, et que vous ne cherchiez pas de perte de poids dans l'épisode 2, parce qu'on parle vachement plus d'endurance. Mais comme toujours, il y a le chapitrage sur les épisodes. Vous pouvez dérouler la description, ça ira plus vite. Vous avez le chapitrage et donc vous pouvez très vite savoir si on parle d'endurance ou de perte de poids et aller sur les sections qui vous intéressent. La dernière chose qu'il nous reste à faire pour être sûr que ce programme d'entraînement soit customisé pour vous, votre objectif et votre situation, ce qui va par conséquent augmenter votre probabilité d'être régulier et aussi votre probabilité d'être efficace. Et donc, la dernière et 10e étape, la gestion du chaos, chaos management en anglais. Qu'est-ce que ça signifie, la gestion du chaos? Eh bien, ça signifie juste que vous prenez un moment pour réfléchir à où se trouvent les chances d'échec dans votre programme et simplement réfléchir eh bien, à où se trouvent les choses qui peuvent mal tourner ou échouer et s'il y a quelque chose qui vous s'il y a quelque chose qui vous vient en tête en regardant votre programme, eh bien, essayez d'y trouver une solution à ce problème. Hem, pour ça, eh bien, ça peut être plein de choses, hein. Peut-être que vous avez un exercice que vous n'aimez pas vraiment faire au final, ou bien vous comparez votre emploi du temps avec ce que vous avez prévu dans votre programme et vous vous rendez compte que vous avez été un peu trop optimiste, et cetera, et cetera. Donc c'est un exercice qui est utile, que de réfléchir à tout de façon réaliste et critique. Voilà, de prendre du recul sur la situation et par rapport à ce que vous vous êtes fixé comme objectif. Est-ce que ce que vous avez mis, eh bien, colle avec votre réalité? Faire ces 10 étapes peut sembler un parcours du combattant pour certains qui vont se dire qu'il y a trop de choses à faire, mais c'est comme ça que vous pouvez avoir un programme qui vous plaise, qui réduisent les chances de blessure tout en augmentant vos chances de réussite. Et parce qu'il est vrai que les 10 étapes que l'on vient d'aborder dans cet épisode représentent beaucoup de travail pour bon nombre d'entre vous, nous allons, maintenant voir avec un exemple concret d'un programme qu'est-ce que, comment on implémente ça. Cet exemple, c'est encore celui de Andy Galpin. Je m'appuie toujours sur son travail pour cet épisode. En général, avec l'exercice physique, il y a trois choses que la plupart des gens veulent. Avoir une certaine apparence, peu importe ce que cela signifie pour vous, donc l'aspect esthétique. Être capable de performer d'une certaine manière, que ce soit pour un objectif de vie comme pour être en mesure de randonner ou d'avoir de l'énergie, que ce soit un objectif sportif ou autre. Et la troisième chose, c'est être en mesure d'avoir ces choses-là tout au long de votre vie, hein, donc c'est la longévité au final.
et ça va être la dernière section de cet épisode. Donc, en gros, ce que l'on souhaite, c'est un programme qui réponde à la question suivante. Quels sont les paramètres physiques qui sont essentiels pour maintenir l'espérance de vie et la durée de vie en bonne santé? Parce que c'est ça, la longévité, au final. C'est bien de vivre 80, 90, 100 ans, c'est génial, mais si à 60 ans, on est déjà plus capable de marcher, si à 60 ans, on est déjà un peu en morceaux et que on doit passer les 30 prochaines années, en fauteuil roulant et cetera, bah, c'est peut-être pas l'idéal, hein, c'est peut-être pas fou. Donc c'est vraiment ça, l'aspect longévité, c'est être en mesure de faire des choses simples, mais de pouvoir faire ces choses pendant longtemps. Voilà, de pouvoir, toujours être en mesure de marcher, peut-être même de trottiner à 80 ans, 90 ans, qui sait? Hem, c'est vraiment ça, que ça veut dire la longévité. Voilà, être en bonne santé sur le long terme. Et comme nous en avons discuté dans de précédents épisodes du podcast des 4 piliers, que je vous invite à aller écouter si ça n'est pas déjà fait, je vais vous rappeler ce que sont ces paramètres. Ce sont des choses telles que la force de grippe, la force de vos jambes, votre masse musculaire totale, votre vitesse et votre puissance vous permettant par exemple de vous rattraper lors d'une chute, votre VO2 max et votre forme physique, par exemple. Donc, ce que l'on cherche, c'est un programme qui fasse un peu de tout ça. De plus, vous voulez pouvoir contrôler votre poids et donc, en gros, vos graisses, avoir suffisamment de muscles ayant eux-mêmes suffisamment de fonction, hein. C'est bien d'avoir du muscle, mais il faut que les muscles servent à quelque chose. Être capable de maintenir la gamme de mouvements pour ne pas perdre en souplesse afin d'éviter les blessures, avoir une bonne VO2 max, tout comme être en mesure de maintenir vos niveaux d'énergie tout au long de la journée. Donc, c'est le but du programme qui est proposé par Monsieur Galpine. Une chose qui est importante, comme toujours, c'est de passer du temps en extérieur. Et pour cela, des exercices non structurés tels que la randonnée, le trail, etc., sont très importants à faire. Cela vous permet de travailler votre proprioception, de vous ajuster en fonction des stimuli que votre environnement vous renvoie, contrairement à quand vous faites des exercices structurés tels que des squats avec une machine de guidage ou de la course sur un tapis pour lequel la surface sur laquelle vous courez, c'est toujours la même, etc. Alors bien sûr, j'ai dit la randonnée, le trail, et cetera, ça peut juste, vous n'êtes pas obligé de monter des montagnes, hein, juste marcher, juste aller marcher dehors, c'est déjà un très, 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 très bon exercice. C'est important de passer du temps en extérieur. De même, en faisant des sports, par exemple des sports collectifs avec, des balles, eh bien, vous devez réagir face à votre environnement. Le mouvement des autres joueurs, celui de la balle, etc. Donc, il est important, en tout cas pour Andy Galpin, et en vrai je le suis là-dessus, de faire au moins une session par semaine qui travaille votre proprioception. Mais ça, eh bien, ce sera l'objet, la suite sera dans le prochain épisode du podcast des 4 piliers. Et oui, mesdames et messieurs, dans cet épisode, nous aurons vu les 10 étapes. Les 10 étapes qui sont importantes, très importantes, pour avoir un programme d'entraînement qui tienne la route et qui soit adapté à vos objectifs, à vos contraintes, etc. Nous avons vu ces 10 étapes et on a donc commencé à évoquer euh, la
suite de cet épisode, la suite de cette série-là de 2 épisodes sur le programme d'entraînement. Donc la prochaine fois, nous verrons, heu, eh bien, un exemple concret de programme d'entraînement, qui vous permet de travailler les 9 adaptations du fitness. En attendant, si vous n'avez, pas la ref de ces 9 adaptations du fitness, il y a du format court qui en parle. Il y a des épisodes, il y a un épisode de format court qui en parle, ou sinon il y a, un épisode, hein, évaluer et améliorer sa santé physique, un épisode du podcast qui en parle en long, en large et en travers. On parle des 9 adaptations, des tests pour voir est-ce que vous les avez, est-ce qu'elles sont, bien ou pas. On verra tout ça donc dans le prochain épisode. Comme toujours, merci pour votre intérêt dans la science et dans la santé. Et puis, on se retrouve mardi prochain, 18h, pour un nouvel épisode du podcast des 4 piliers. Et comme toujours, je vous souhaite une excellente journée.